Comment fait-on pour passer de la théorie classique du champ scalaire que nous avons décrite à la dernière section à une théorie quantique? Il faut appliquer ce qu'on appelle la quantification canonique, c'est-à-dire une prescription qui nous permet de remplacer les crochets de poisson qui sont ici et qui sont un concept classique tiré de la mécanique de Hamilton par un commutateur. Donc on remplace les observables classiques par des opérateurs quantiques et le crochet de poisson par un commutateur. Il faut bien sûr diviser par I et par H bar. Bon, ici, H bar est égal à 1, encore une fois. Le I est essentiel pour que cet objet-là, qui est encore une observable du point de vue de la mécanique classique, devienne une observable en mécanique quantique. Et bien sûr, le commutateur de deux opérateurs hermitiens n'est pas hermitien, il est anti-hermitien, donc il faut diviser par I pour le rendre hermitien. Voilà la prescription. Donc, par exemple, si on a les quantités, la coordonnée et le moment conjugué, donc les coordonnées canoniques, eh bien, cette prescription nous donne la relation suivante entre les opérateurs correspondants, ce qui nous donne le commutateur habituel pour des degrés de liberté qui sont reliés de manière canonique. Bon, alors appliquons ça au problème du champ scalaire. Je vous rappelle que le Lagrangien est donné par cette formule, cette expression, ce qui entraîne un Hamiltonien qui a cette forme. Alors, revoyons un peu comment on y arrive. On se souvient que le moment conjugué ici au champ phi est donné par cette expression. Donc, quand on l'applique à cette forme de la densité lagrangienne, il y a une demi, bien sûr, eh bien, on obtient 2 fois phi point divisé par 2, donc on obtient simplement phi point. Donc, le moment conjugué est égal à phi point. La densité hamiltonienne est donnée par cette expression, qui est comme une transformée de Legendre. Donc, phi point fois phi point, ça fait phi point au carré. On soustrait le Lagrangien. Il y a une demi ici, donc on se retrouve avec un une demi phi point au carré, plus les termes qui sont ici, en raison du double signe moins. Ce qui donne ceci en fin de compte, parce qu'il faut exprimer le Hamiltonien, non pas en fonction de phi point, mais en fonction du moment conjugué. Alors, on a une expression de la densité hamiltonienne, et on sait que cette quantité est conjuguée au champ phi. Donc, on pourrait directement écrire les commutateurs. Dans ce cas-ci, donc, on a le commutateur de phi avec pi à deux endroits différents, qui me donne une fonction delta avec un i. Alors que le commutateur de phi avec lui-même, ou de pi avec lui-même, est égal à 0. Donc, on a un Hamiltonien qui s'exprime en fonction de pi et de phi. On a les commutateurs de ces quantités. Donc, en principe, on peut travailler ces expressions et obtenir une forme diagonale du Hamiltonien. En réalité, ce que ça représente physiquement, c'est une collection d'oscillateurs harmoniques. Donc, tout ce qu'on va faire va être très proche de la théorie de l'oscillateur harmonique, voire calqué. Cependant, pour commencer cette diagonalisation du Hamiltonien, il faut procéder à des transformées de Fourier. Donc, je définis ici les transformées de Fourier pour le champ phi et de manière équivalente pour le moment pi. J'adopte ici une normalisation discrète, si on veut. Je mets encore une fois le système dans une boîte de volume V et je suppose que les vecteurs d'onde sont discrets. Ça me permet d'avoir une somme discrète, c'est parfois utile. Et l'inverse de cette formule, donc la transformée de Fourier inverse, est donnée par cette relation, bien sûr, donc l'intégrale dans le volume de phi, et la différence, bien sûr, c'est le signe de l'exposant qui change. Puisque phi et pi sont des observables réels, donc hermitiennes en mécanique quantique, eh bien, ça entraîne une certaine contrainte sur les composantes de Fourier qui doivent respecter cette relation-là. On le voit tout de suite ici, si je remplace dans cette expression P par moins P, c'est comme prendre le conjugué hermitien. Donc, je prends le conjugué hermitien, phi est réel, donc il est son propre conjugué hermitien en fonction de R.
Et le fait de prendre le conjugué hermitien ne fait que changer le signe de P, ce qui revient à dire ceci. Et c'est vrai aussi pour pi, bien sûr, c'est la même chose. Bon. Alors, étant donné ces transformations, je vais exprimer le hamiltonien en fonction des composantes de Fourier. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, on va faire ce genre de calcul assez souvent dans le cours, c'est-à-dire prendre une expression qui est une intégrale sur la position et qui contient des facteurs qui sont eux-mêmes exprimés en fonction de transformés de Fourier. Donc, il y a des tas de simplifications qui se produisent. Alors, c'est notre premier exemple ici. Donc, je substitue. Alors, je pars de cette expression-là, ici. J'ai une intégrale sur R de cette quantité. Chacun des facteurs ici peut être développé en transformé de Fourier. Alors, voyons voir ce que ça donne. Pour pi carré, donc je vais substituer ça ici. Donc, j'aurai deux facteurs comme celui-ci. Donc, deux sommes différentes, une somme', une somme sur P'. J'aurai un sur le volume au carré. Et donc, j'aurai pi p', pi p, et j'aurai les exponentielles correspondantes ici. Et j'intègre. Pour le terme en phi carré, c'est la même chose, même structure, je multiplie par m carré. Donc, j'aurai un terme comme ceci. Enfin, le terme en gradient au carré. Quand je prends le gradient de phi, donc le gradient de phi ici, j'applique le gradient, il s'applique sur l'exponentielle et il fait descendre un facteur i fois p. Donc, le gradient contiendrait un facteur i fois p. Et c'est pour ça que j'aurai ici, alors attention, c'est un gradient au carré, n'est-ce pas? Donc, j'aurai ici un facteur i fois p pour chacun des deux facteurs dans le gradient au carré. Donc, ça me donnerait moins p' scalaire p, le moins à cause du i au carré. Et j'aurai sinon la même chose qu'ici. Donc, quand je rassemble ces deux termes ensemble, je me rends compte que ici, bon, en fait, ça ne change rien à la prochaine équation, mais ce que je vais faire à la prochaine équation, c'est simplement d'intégrer sur R. Intégrer sur R, ça va n'affecter que cette exponentielle et ça va me donner une fonction delta ou un delta de Kronecker. Autrement dit, l'exponentielle, enfin l'intégrale de cette exponentielle est toujours nulle, sauf quand p plus p' égale 0. À ce moment-là, l'exponentielle est 1 et j'intègre et ça me donne un facteur volume. Et donc, c'est pour ça que je me retrouve ici avec un facteur de volume en moins et un delta de P moins P'. D'accord? Je continue. Prochaine étape, je remplace P' par P partout. Je fais une simple somme sur P au lieu d'une double somme et j'obtiens cette expression ici. Okay. Bon. Enfin, pour combiner les deux derniers termes, je me rends compte que m carré plus p carré, c'est l'énergie au carré. Donc, je vais appeler cette énergie, dans le contexte, je vais l'appeler oméga p. C'est comme la fréquence associée à un vecteur d'onde p. Donc, j'aurai à la fin cette expression. Donc, cette expression du hamiltonien est beaucoup plus simple, au fond, que celle-ci. Pourquoi? Pourquoi est-ce une simplification? Parce que c'est une somme sur P et que chaque terme ici est indépendant des autres. C'est-à-dire que les valeurs différentes de P mènent à des termes différents qui commutent entre eux. Quand on observe les relations de commutation, ici on ne les a pas encore démontrées, mais on verra que les relations de commutation vont être séparées pour des valeurs de P différentes. Alors, voyons comment ça procède. Par exemple, le commutateur de phi p avec pi de p'. Je substitue ça ici. D'accord? Donc, j'aurai une double intégrale. Ce que j'ai ici, j'ai les exponentielles qui vont avec les transformés de Fourier et j'ai ce commutateur, phi avec pi. Bon, qu'est-ce que c'est que ce commutateur? C'est une fonction delta. Donc, je substitue la fonction delta. Ça me transforme ma double intégrale en simple intégrale après avoir intégré sur R'. J'ai un i de plus, bien sûr, qui vient du commutateur et je me retrouve avec ça. J'intègre sur R et bon, ça impose que P plus P' doit être égal à 0, donc j'obtiens ce résultat.
Il faut que P soit égal à moins P'. Je pourrais faire la même chose maintenant, mais non pas avec pi P', mais pi dag P'. Quand je remplace pi P' par pi dag, on se souvient de cette relation. Donc, c'est comme remplacer la quantité de mouvement par son opposé. Donc, c'est exactement la même chose qu'ici, sauf que je remplacerai P' par moins P'. Et donc, j'aurai cette relation. De même, je pourrais remplacer phi par phi dag et j'aurai cette relation aussi. Enfin, si je calcule les commutateurs des phi entre eux ou des pi entre eux, j'obtiens 0 parce que de toute façon, c'est ce que j'ai ici et donc c'est encore vrai après transformé de Fourier. Donc, ces relations ici sont les plus importantes et le fait que ce hamiltonien se sépare en une somme sur P simplifie énormément le problème. On va maintenant introduire les opérateurs de création et d'annihilation, en fait les opérateurs d'échelle de l'oscillateur harmonique, de la manière suivante. Donc, on définit un opérateur AP comme ceci, une combinaison donc de la transformée de Fourier phi-p et pi-p, comme ça, et son conjugué hermitien, qui est obtenu bien sûr en prenant le conjugué hermitien des deux termes, incluant le i qui se transforme en moins i. Le but ici, c'est de montrer que ces opérateurs respectent la relation de commutation suivante, qui est en fait la relation de commutation des opérateurs d'échelle de l'oscillateur harmonique. Pourvu que P soit égal à Q, bien sûr. Quand P est différent de Q, c'est comme si c'était des oscillateurs harmoniques différents, indépendants. Donc, comment vérifier cette relation? Par substitution directe, tout simplement. Donc, on calcule le commutateur de ça avec ça, sauf qu'on change P pour Q ici. Donc, il y a plusieurs termes, parce que j'ai deux termes ici, deux termes là. Ça me donnerait 4 termes quand je fais le commutateur. Mais bien sûr, le commutateur de phi avec phi donne 0. Le commutateur de pi avec pi donne 0. Les commutateurs qui sont non nuls sont ceux que j'ai rappelés ici, qui viennent de la diapo précédente. Donc, on aurait, par exemple, le commutateur de phi p avec pi dag q. J'aurais à ce moment-là, en maintenant ça, j'aurais un moins i qui arriverait. J'aurais ici un 1 sur radical oméga p et radical qui serait oméga q en fait, et radical oméga p ici. Donc j'aurais ce rapport. Et j'aurais à la fin 1 sur radical volume qui apparaît aux deux endroits, donc qui fait sortir 1 sur le volume ici. Pour l'autre combinaison possible, celle-ci, donc j'aurai le terme qui est là, avec le même genre de rapport ici et le même facteur volume. Sauf que j'aurai un signe plus et non moins. Si je me fie à ces relations ici, donc j'aurai d'un côté, donc j'aurai ça ici qui serait donné par I fois volume delta PQ, donc I fois volume, donc avec le moins I qui est là, ça ferait un plus 1, ça élimine le facteur de volume. Il reste une demi fois ce rapport avec un delta de Kronecker. Pour l'autre terme, alors ici, j'ai le commutateur dans l'ordre inverse, donc il y a un signe qui va apparaître, donc j'aurai moins I volume, moins I fois I, encore une fois, donne 1, le volume disparaît et j'aurai un delta PQ, donc j'aurai ce terme. Donc deux fois la même chose. Pourquoi la même chose? Parce que, étant donné le delta de Kronecker, bien sûr, oméga P est égal à oméga Q, et donc ce rapport devient 1, et j'obtiens simplement au total delta PQ. Assez simple. Je dois aussi montrer que ce commutateur est égal à 0. Bon, ça se fait pratiquement de la même manière, sauf que j'aurai A avec lui-même, donc j'aurai le commutateur de phi avec lui-même, bien sûr, ça donne 0, de pi avec lui-même aussi, et j'aurai phi avec pi, d'accord, donc ça, ce serait ce terme-là, et j'aurai bien sûr pi avec phi dans l'autre sens, comme ça. Alors, il se trouve que ça ici, c'est simplement I fois le volume, encore une fois. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais un delta P moins Q qui apparaîtrait. Encore une fois, le facteur I fois le I qui est là me donne moins
moins 1, et le volume disparaît. De l'autre côté, j'aurais pi commutateur avec phi, qui donne le résultat opposé, d'accord? Donc, résultat opposé, signe opposé, et ces deux contributions, bien sûr, il faut que je m'assure que ici, les fréquences s'en vont, donc P est égal à moins Q. Alors, oméga P, oméga de moins P, c'est la même chose, ça ne dépend que de la grandeur de P. Donc, oméga P et oméga de... donc, si P est égal à moins Q, donc oméga de moins Q, oméga de Q, c'est la même chose. D'accord? Donc, ça s'en va. Ça s'en va aussi. Et j'ai le moins et le plus, donc j'ai bien 0. Donc, j'ai démontré ces deux relations-là. Celle-ci, celle-là. Ce qui me permet maintenant de conclure que c'est la même chose qu'un oscillateur harmonique. J'aurai une collection d'oscillateurs harmoniques. Chaque valeur de P, chaque valeur du vecteur d'onde correspond à un oscillateur harmonique. J'ai les bonnes relations de commutation et il faut que je vérifie peut-être que j'ai exactement le même Hamiltonien. Alors, on va faire un dernier calcul pour s'en assurer. Donc, je vais commencer par calculer l'opérateur du nombre dans l'oscillateur harmonique pour un vecteur d'onde donné, P. Alors, souvenons-nous ici, ça j'ai mis ça comme rappel, ici c'est l'expression des opérateurs A et A DAG. Donc, quand je calcule A DAG A, alors j'ai des termes en phi DAG phi, ici, et j'ai des termes en plus pi DAG pi, avec un 1 sur oméga, le terme là ici, ok. Et les termes en phi DAG phi, bien sûr, à cause de la racine carrée qui apparaît deux fois, il y a un terme oméga p sur 2 qui apparaît, mais pour les termes en pi DAG pi, j'ai 1 sur oméga au carré fois celui qui vient du produit des deux racines, donc ça me donne 1 sur 2 oméga p. Et j'ai les termes croisés, donc du genre pi DAG fois, phi DAG fois pi et pi DAG fois phi. Avec le pi DAG, j'ai un signe moins, donc c'est pour ça que j'ai un plus ici et un moins là. D'accord? Bon, si je veux simplifier un petit peu, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais simplement prendre ce terme-là. Ici, un léger changement, je vais changer l'ordre. D'accord? Donc, autrement dit, en changeant l'ordre comme ceci, qu'est-ce que ça donne? Enfin, si on se souvient de la relation de commutation entre pi et phi, qui apparaît un peu plus tôt. Alors, j'aurais dû la reproduire, mais j'ai ça ici. D'accord? Donc, changer l'ordre, je peux le faire au prix d'ajouter une constante. Et cette constante, bien sûr, elle apparaît ici. C'est le 1/2. Le moins 1/2, pardon. OK. Donc, la dernière étape, c'est de se rendre compte que phi DAG de P, c'est la même chose que phi moins P. Pi DAG de P, c'est la même chose que pi moins P. Maintenant, bon, je n'ai pas tout à fait la même chose que l'hamiltonien. Donc ça, c'est l'expression du hamiltonien en fonction de pi et de phi en transformé de Fourier qu'on avait il y a quelques diapos. C'est presque pareil, et donc je serais bien content d'avoir juste ça, mais j'ai ces termes-là que je n'aime pas. Il faut que je m'en débarrasse. La façon de s'en débarrasser, c'est d'ajouter la contribution suivante où je remplace P par moins P. Donc, si je remplace P par moins P, j'aurai quelque chose ici qui va essentiellement échanger ces deux termes-là. Mais il y a un signe entre les deux. Et donc, quand je les ajoute, eh bien, ces termes-là vont simplement disparaître. Quant à remplacer P par moins P, eh bien, ça ne changera rien ici. On pourrait dire essentiellement que, donc, surtout quand je fais la somme, mais je n'ai pas besoin de faire la somme, je pourrais simplement me dire ici, mais phi DAG de moins P, c'est phi de P, donc c'est comme si j'échangeais les deux termes ici, là, les deux facteurs, j'en change l'ordre, ok? Et comme ces trucs-là commutent entre eux, ben, c'est pas grave. Je peux les remettre à leur place, et ça me donne exactement ceci, avec la constante que je traîne depuis tout à l'heure. Je fais la somme sur P,
Quand je fais la somme sur P, sommer sur P ou sommer sur moins P, c'est pareil, ça couvre les mêmes termes. Donc, je peux combiner dans la somme ces deux termes en un seul, puisque je somme sur P. Et que, bien sûr, oméga de P ou oméga de moins P, encore une fois, c'est la même chose. Et j'obtiens bien que cette expression est la même que celle-ci. Ça, je sais que c'est le hamiltonien. Donc, le hamiltonien du système est donné par ça. Donc, j'ai bel et bien une collection d'oscillateurs harmoniques. J'ai une somme sur P pour chaque valeur de P. J'ai le hamiltonien de l'oscillateur harmonique avec une fréquence caractéristique oméga P, l'opérateur du nombre, A DAG A, plus une demi. Alors, dernière étape, je pourrais aussi être appelé à vouloir exprimer phi, le champ original, en fonction de R, et l'exprimer en fonction de A. Donc, pour ça, il faut que, premièrement, je me rende compte que phi de P est donné par cette combinaison des deux opérateurs. Je le vois d'après leur définition. Alors, j'avais mis les définitions ici. Donc, ceci plus ceci évalué à moins P. Qu'est-ce que ça fait? Alors, phi de P plus phi d'AC de moins P, c'est la même chose, n'est-ce pas? Donc, alors que ici, P de moins P, alors donc si je fais, pardon, pi de moins P, alors j'aurai exactement la même chose ici en changeant P en moins P, parce que P de moins P, pi de moins P de DAG est égal à ça, et je serai sauvé par le signe qui est différent de l'un à l'autre. Donc en additionnant les deux contributions, j'aurai effectivement 0. Ce qui me donne ça ici. Bon. Très bien, donc je sais d'autre part que phi de R s'exprime comme ceci en fonction de la transformée de Fourier phi P. Donc je n'ai qu'à écrire ça ici. Je substitue, j'ai cette forme. Et dernière modification, dans le dernier terme, je pourrais remplacer P par moins P partout. Donc je remplace P par moins P. Je somme sur P de toute manière, donc ça ne change rien. Et j'ai cette expression-là. Je garde toujours en tête, bien sûr, que oméga de P ou oméga de moins P, c'est la même quantité. Et j'ai donc cette expression totale, donc finale, pardon, pour le champ phi en fonction de ces opérateurs d'échelle des oscillateurs harmoniques. Il nous reste enfin à interpréter un peu plus tout ça. Donc, je connais l'action des opérateurs d'échelle sur les états propres du hamiltonien de l'oscillateur harmonique. N'est-ce pas? Donc, pour chaque valeur de Q ici ou de P, donc j'aurai un oscillateur harmonique et j'ai des états propres de l'oscillateur harmonique qui sont étiquetés par des entiers. Et ces opérateurs ont cet effet. Donc, l'opérateur A, c'est un opérateur qui me fait descendre l'échelle, donc il me fait diminuer la valeur de n jusqu'à ce que n soit égal à 0 ici, ce qui constitue l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, et A de Q agissant sur l'état fondamental donne 0. Bien sûr, en raison de ce facteur, si n égale 0. En contrepartie, l'opérateur conjugué, lui, il va augmenter la valeur de n. Et l'opérateur du nombre, donc le A DAG A, je sais que quand il agit sur un état propre, il me donne simplement le nombre entier comme valeur propre. Ici, j'ai une collection d'oscillateurs harmoniques. C'est donc que je dois considérer un produit tensoriel d'espace de Hilbert pour chacun des oscillateurs harmoniques. Donc, pour chaque valeur de Q, et j'ai beaucoup de valeurs de Q, croyez-moi, pour chaque valeur de Q, j'ai un espace de Hilbert qui décrit un oscillateur harmonique. Donc, je prends les produits tensoriels de ces espaces de Hilbert. Ici, je les numérote d'une manière quelconque. Et c'est ça que je vais appeler l'état fondamental ici, le produit tensoriel de tous les états fondamentaux de tous les oscillateurs harmoniques en présence. Donc, j'ai un état fondamental. Quand j'agis avec, par exemple, A DAG de Q sur cet état, il va agir sur le bon état fondamental qui est associé à l'oscillateur harmonique dont le numéro correspond au vecteur d'onde qui est ici, n'est-ce pas? Et ça va changer cet état-là et ça va donner la même chose, sauf pour, à un endroit, j'aurai l'état
excité numéro 1, donc le premier état excité, au lieu d'avoir 0. Et je pourrais appliquer un deuxième opérateur d'échelle avec un vecteur d'onde différent peut-être. Donc, peut-être que c'est le premier maintenant. Okay? Et en appliquant ce deuxième opérateur d'échelle, j'obtiendrai ici le deuxième état, donc le premier état excité ici aussi. Et donc, tout ça serait encadré pour les autres oscillateurs par des états fondamentaux de chacun, etc. Donc, j'ai un état, une structure d'état qui est assez complexe. L'interprétation est la suivante. L'opérateur d'échelle, A DAG Q, va ajouter à l'énergie du système un quanta oméga Q, ou H bar oméga Q. Donc, il va créer, en quelque sorte, un état excité à partir de l'état fondamental. Cet état excité va avoir une énergie oméga Q plus grande que celle de l'énergie de l'état fondamental. Donc, il crée un quanta d'énergie. En d'autres termes, il crée une particule. Les opérateurs ADAG sont donc appelés des opérateurs de création. Les opérateurs A font le contraire, ce sont des opérateurs de destruction ou des opérateurs d'annihilation de particules. L'état fondamental, celui-ci, on l'appelle le vide. Il ne contient aucune particule. Si j'applique sur cet état fondamental cet opérateur A DAG Q, j'obtiens un état excité qui correspond à un nombre ici égal à 1 pour le vecteur d'onde Q et à 0 pour tous les autres vecteurs d'onde. Donc, cet état qui contient un quantum d'énergie dans le vecteur d'onde Q a l'interprétation d'une particule, d'un vecteur d'onde Q qui se propage. Je peux créer plus qu'une particule en même temps. Je peux créer une particule dans un vecteur d'onde Q1, une autre particule dans un vecteur d'onde Q2, et ce serait un état qui contient deux particules. Je pourrais aussi créer deux particules dans le même vecteur d'onde. Donc, j'obtiendrai ici, après avoir appliqué AQ DAG deux fois, j'obtiendrai un état correspondant à n égale 2. Dans l'oscillateur harmonique, on peut en général créer un état excité en appliquant n fois l'opérateur d'échelle et on obtiendrait un état qui correspond à un nombre quelconque ici. Donc, c'est cette interprétation des particules en tant que quanta ou d'état excité du champ qui est fondamentale. On va y revenir plusieurs fois, surtout dans la prochaine section lorsqu'on parlera des interactions entre particules.